Развитие, Perspektive, Exchange, Territory, Participation, Entwicklung, Conseil de développement. Radio Nantes vous présente Fréquence citoyenne, l'émission à l'écoute du futur. Bonjour à tous et bienvenue dans Fréquence citoyenne, l'émission du Conseil de développement de Nantes Métropole. Alors nous recevons aujourd'hui Aymeric Céasso, adjoint au maire de Nantes, chargé de la lecture publique et des médiathèques. Bonjour Aymeric Céasso. Bonjour. Philippe Audic, président du Conseil de développement, est également avec nous pour cet exercice. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors Aymeric Céasso, nous allons parler de vos responsabilités d'élu, bien sûr, vous êtes là pour ça, mais pas que. Vous avez un point de vue sur la culture, et la lecture est évidemment partie prenante d'une politique publique culturelle globale, et vous représentez en outre, et ce qui n'est pas inintéressant, une nouvelle génération d'élus dont les repères sont parfois différents de ceux de leurs aînés. À ce même micro, on a reçu Bassem Massé il n'y a pas très longtemps, qui est pas un profil non plus très courant dans nos contrées. Alors quelques mots sur vous, vous avez 39 ans. Donc, 38. Vous êtes encore plus jeune que je ne pensais. Vous êtes né au bord de la Méditerranée, à Nice, plus exactement. Vous êtes un vrai produit niçois, je crois. Absolument. Vous y avez grandi avant de faire vos études à Rennes, et sur le plan professionnel, vous êtes cadre territorial. Et vous vivez aujourd'hui à Nantes. Alors, sur le plan politique, vous êtes secrétaire départemental du Parti communiste. Et vous avez été élu à Nantes dans l'équipe de Johanna Rolland en 2014. Et vous avez été aussi conseiller régional, sous l'ancien mandat régional, sous la présidence de Jacques Auxiette. Alors, comme d'habitude dans cette émission, ma première question, elle est plutôt un peu personnelle. Ça vous manque pas un peu le soleil de la Méditerranée ? Vous savez, ce qui me manque le plus, c'est pas forcément le climat, c'est la lumière. On a une luminosité qui est tout à fait différente. Mais Nice est une belle ville, Nantes aussi. Je regrette pas d'avoir déménagé. Je préfère ici travailler avec Johanna Rolland que d'être sous l'administration de Christian Estrosi. C'est pas les mêmes profils politiques et on vit très bien à Nantes et j'y suis très heureux, moi. Oui, j'avais bien perçu la nuance entre Johanna Rolland et Estrosi, mais elle est assez flagrante. La grisaille humide nantaise quand même a son charme, mais peut-être pas quand même autant que les oliviers du pays niçois. Et le cours des 50 otages, je sais pas la promenade des Anglais quand même. Alors j'y retourne souvent. On peut trouver des caractéristiques communes, puisque les 50 otages sont des communistes fusillés, et qu'on trouve au cœur de Nice, sur la place Masséna, une plaque commémorative à Thorin et Grassi, qui étaient aussi des résistants communistes qui ont fait ce que nous sommes aujourd'hui, la libération du pays. Donc vous voyez qu'on trouve des similitudes, mais je crois que peu de villes peuvent envier à Nantes sa qualité de vie. On a une belle ville et on y vit très bien quand même dans cette ville. Et vous y êtes arrivé comment finalement ? Par choix personnel. Alors j'ai un papa niçois, mon nom ne trompe pas, et une maman bretonne, donc j'ai cheminé. Voilà, et puis à la fin de l'adolescence, une envie de partir. Mais il y a deux sortes de Niçois, ceux qui voyagent beaucoup et ceux qui ne partent jamais. Et donc vous êtes partie de ceux qui sont partis. Voilà. Vous êtes engagé politiquement, on l'a dit, vous êtes au Parti communiste, ce qui n'est pas si courant finalement à 39 ans. Enfin, on va dire que c'est pas aujourd'hui, dans cette génération, forcément l'attitude la plus répandue. Vous étiez encore un enfant quand le mur de Berlin est tombé. Un tout jeune adolescent. Vous deviez être assez jeune. Et qu'est-ce qu'on met derrière le mot communiste aujourd'hui ? Mais je crois que d'abord on est en France. Moi je me reconnais dans l'histoire sociale du pays, dans le Front populaire, dans la résistance dont je viens de parler un peu, dans les grands mouvements sociaux de 68, de 95, dans celui que nous sommes en train de vivre. Et il me semble que ce combat pour la justice sociale, il pouvait être mené efficacement au Parti communiste français. Et puis la chute du mur de Berlin, on nous a raconté que c'était la fin de l'histoire, qu'on allait vers un progrès sans arrêt, relativement absolu. On nous a vendu un rêve européen. Qu'en est-il aujourd'hui ? Je pense qu'on est en droit de le questionner. Est-ce que l'image de Jérôme Kerviel comme Prométhée dégénéré du siècle nouveau, c'est ça le seul horizon de l'humanité, des crises à répétition ? Et je crois qu'aujourd'hui, les données nouvelles, la révolution informationnelle laissent des perspectives de partage considérables qui devraient être prises en compte. Vous citez Jérôme Kerviel, j'en connais qui le défendent au front de gauche. Il paraît, oui, mais j'en fais pas partie.
Juste peut-être pour rester 2 minutes sur le Parti communiste, on a le sentiment que c'est quand même un parti assez différent de ce qu'il a pu être dans le passé. Alors je ne remonte pas très très loin, mais au niveau de ses choix ou de ses engagements, on perçoit que les communistes se séparent de temps en temps ou vont dans des voies différentes. Alors les élections régionales ont pu montrer ça, je pense à la Bretagne en particulier, où certains ont décidé d'aller avec Jean-Yves Le Drian et d'autres pas. On pourrait parler de Notre-Dame-des-Landes, il me semble que les positions peuvent être nuancées à l'intérieur du parti. Alors, ce qu'on perçoit, c'est ça à l'intérieur ou... On vit dans un parti, j'allais dire comme les autres, mais en réalité pas comme les autres. D'abord, je veux dire que quand je regarde l'état de la gauche, l'état de mes collègues écologistes et socialistes dans leur parti, avec leurs querelles, leurs divisions, l'éclatement considérable de la gauche aujourd'hui, je suis très heureux d'être dans mon parti, qui est peut-être la force militante la plus forte aujourd'hui, avec lequel il faudra compter pour reconstruire, parce qu'on est bien sur la reconstruction. Et puis après, on a un peu cette image caricaturale d'un parti du XXe siècle, là aussi associé à une grisaille des pays de l'Est et à une forme très monolithique. En réalité, aujourd'hui, on est dans un parti où il y a beaucoup de jeunes adhérents, où une moitié du parti, c'est des moins de 35 ans, donc on a une génération nouvelle qui s'engage avec des pratiques nouvelles, et évidemment, chez nous, le débat a lieu souvent, voire tout le temps. Il peut amener à des choix séparés, mais la liberté existe, d'opinion existe chez nous, même si la diversité ne fait pas force de loi, mais ça c'est la base de la démocratie et de l'exercice politique. C'est cette question du débat sans doute qui a changé chez vous, parce que quand on vous voit et quand on vous suit un peu sur les réseaux sociaux, pour des gens de ma génération, de celle de Philippe, c'est à peu près la même. On fait pas forcément l'affiliation directe entre Jacques Duclos et Aymeric Céasso. Ça saute pas aux yeux. Il s'est passé quand même 2 ou 3 choses. Il y a des héritages moins glorieux. Jacques Duclos était lui aussi un grand résistant, mais oui, il s'est passé évidemment des choses, et je crois qu'aujourd'hui, chacun a à cœur de redéfinir ce qu'est le cœur de métier de la gauche. Et dans ce travail-là, il faudra compter avec nous. Nous y mettons beaucoup d'énergie. En ce moment, en ouvrant la porte à tous ces processus de primaire, à essayer de reconvoquer ce qui a pu faire la victoire en 2012 contre Nicolas Sarkozy, le discours du Bourget, la campagne du Front de gauche qui avait profondément marqué. Où en est-on 5 ans après ? Il faudrait une autre émission pour en parler. Mais en tout cas, oui, le Parti communiste évolue. La gauche est en plein bouleversement, avec de graves dangers qui sont devant elle. Et nous nous y consacrons avec beaucoup d'enthousiasme, tout simplement, et d'énergie. Je rappelle pour les jeunes auditeurs qui ne connaîtraient pas Jacques Duclos, qu'il a été candidat au présidentiel en 1969, autant dire le Moyen-Âge, mais à l'époque où le Parti communiste faisait entre 20 et 25% des voix. On voit qu'on est dans une situation aujourd'hui assez différente. Si vous me permettez juste une seconde d'arrêt, toutes les victoires de la gauche dans le pays, qu'elles soient incarnées à une époque où on était beaucoup plus fort, à d'autres époques par d'autres à gauche ou par d'autres rassemblements de la gauche, elles se sont toujours fondées sur l'expression d'un mouvement social très fort. Les 20% de Jacques Duclos en 69, un an après 68, le Front populaire, la gauche plurielle qui revient au pouvoir après le mouvement de 95, et je crois que ce qui est en train de bouger dans le pays en ce moment doit être entendu et servira de point de repère pour reconstruire la gauche, et elle en a bien besoin. Alors venons-en à vos responsabilités d'élus, notamment à la ville de Nantes. Vous êtes chargé de la lecture publique. Alors c'est une délégation qui vous échoit comment finalement? C'est vous qui l'a demandé? Alors je sais pas c'est si le dosage. On peut rentrer dans une forme de confidence, mais dans la discussion que j'ai eue avec Johanna Roland, avec cette nouvelle équipe effectivement incarnée par une nouvelle génération, je lui ai dit, alors j'étais encore conseiller régional pour quelque temps, bien que ma décision de ne plus être élu était prise. J'ai des responsabilités politiques, on vient de les aborder. Je voulais quelque chose dont je puisse m'emparer, quelque chose de ciblé, et quelque chose sur lequel je voulais pouvoir être efficace. Le choix est assez vite tombé sur la lecture publique, et j'ai accepté avec beaucoup de plaisir, et je continue de m'en occuper avec effectivement beaucoup de plaisir. Plaisir et politique, ça se marie pas toujours, mais quand c'est le cas, c'est encore mieux. Parce que la question culturelle est plutôt une question pour vous, en tout cas sur laquelle vous avez une prédilection ou
Non, c'est une question centrale. Moi, je viens pas du sérail ou du milieu, mais de la même manière que dans l'équipe de Johanna Roland, on n'a pas forcément des gens qui viennent du sérail. On a un regard qui est le nôtre sur ces affaires-là. Donc prédilection, oui, j'aime lire, etc. Mais j'ai pas la prétention ni d'être un intellectuel brillant sur la place nantaise, ni d'avoir un talent pour l'écriture, ni de rayonner dans ce milieu-là. C'est pas si courant, hein. D'ailleurs, un homme politique qui dit j'aime lire, on en connaît même qui disent publiquement qu'ils ne lisent jamais de romans. Enfin, je vais pas citer de nom, mais y compris très haut placé. Je veux dire, la lecture, ça occupe une place importante dans votre vie personnelle. Alors j'aimerais lire bien plus, hein, je prétends pas être un grand lecteur, mais peut-être dans le fil de l'émission en parler, mais toutes ces pratiques-là évoluent considérablement. Finalement, dans ma pratique politique quotidienne, je lis énormément toute la journée, je lis des mails, je lis des informations, on est dans un flux-là. Alors la pratique de lecture amateur d'œuvres d'art, que ce soit d'ailleurs de la bande dessinée, du roman, tous les genres. J'aimerais pouvoir y consacrer plus de temps, mais j'en réserve toujours pour lire avec beaucoup de plaisir, que ce soit sur mon temps de loisir ou dans l'année, ou par exemple, on vient de passer le week-end au Festival Atlantide, j'essaye de lire 1 ou 2 livres des auteurs que je vais rencontrer. Cette année, c'était la napolitaine Valeria Parella, que j'ai lu avec beaucoup de plaisir, par exemple. Avant de parler de lecture publique, justement, faites-nous un petit bilan là, de ce festival Atlantide. Là. Comment ça s'est passé ? Ça s'est très bien passé. On est assez satisfait d'avoir trouvé un chemin. L'événement était questionné, avec des questions qui étaient tout à fait légitimes. Nous avons décidé de favoriser la rencontre entre le lecteur et l'auteur. Donc nous sommes dans un cadre de rencontre d'auteurs, puis avoir des hésitations avec un salon du livre, avec un festival plus transdisciplinaire. Nous nous sommes recentrés autour de notre cœur de métier, les rencontres d'auteurs, et rien que ça, finalement, en irriguant mieux dans toute la ville. Tout s'est bien passé de ce point de vue-là, avec un gros succès dès le jeudi soir en ville, en librairie, en médiathèque. Un public qui a répondu présent. Je crois qu'on tient le bon bout avec une ligne éditoriale autour des mots du monde à Nantes. Donc ce travail de lecture et d'écriture dans le monde, de lecture et d'écriture du monde, une forte dimension internationale. Et je crois que le succès était au rendez-vous, qu'il a été remarqué. On a une augmentation des participants d'année en année, donc on va continuer de construire un événement à la nantaise. On n'a pas forcément la vocation à remplir la Beaujoire avec des rencontres d'auteurs, mais si nous avons des rencontres aussi passionnantes que celle entre Kamel Daoud, menacé par une fatwa en Algérie, et Boris Akounine l'année dernière, autour de 300 personnes, eh bien on a réussi quelque chose qui correspond à ce que nous voulons faire à Nantes. Que la fréquentation est plutôt, enfin vous le disiez, en progression, je crois, on parle de 8000 personnes. Oui, voilà, 8000 personnes, c'est 13% de plus que l'année dernière, voilà, avec de bons chiffres de vente pour les libraires qui là aussi s'améliorent, donc tout ça est important et on va continuer de travailler ce sillon. Et vous pensez que cette manifestation, elle est bien installée aujourd'hui? Parce que Nantes et le Festival du Livre, ça a toujours été une histoire un peu chaotique dans les années qui ont précédé, enfin même bien avant vous. On a vu des manifestations qui sont arrivées, qui ont disparu, qui sont revenues. Ça a toujours été une histoire un peu difficile. Un festival met toujours du temps à s'installer. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, les premières années des Utopiales, il y avait quand même beaucoup de gens à critiquer cet événement un peu farfelu. Aujourd'hui, il y a 70 000 personnes qui viennent de l'Europe entière écouter des auteurs de science-fiction, et puis au-delà des films, puisque là on est dans le pluridisciplinaire le plus large. Donc un festival met toujours du temps à s'installer. On mettra pas sur des rencontres d'auteurs des milliers de personnes, mais si nous avons un festival qui caractérise une identité de la ville, cette recherche d'une ville ouverte sur le monde, à l'écoute de ce qui se passe ailleurs, je crois que nous aurons réussi, et de ce point de vue-là, le festival est promis un bel avenir si nous continuons sur notre lancée, et ça s'améliore d'année en année, et on va continuer de travailler à compléter les améliorations nécessaires. Avant de parler de lecture publique, on va prendre une première pause musicale. Let me hear those reasons, let me hear them from you. So why you act like a frustrated eagle, sitting on the branch unemployed?
felt low, low, low about it. And we felt cold, cold, cold about it. And we felt low, low, low about it. And we were cold, cold, cold about it. Let's all go into town. Don't feel a thing about it. Let's all go into town. Don't feel a thing about it. All we need is a branch and a big strong rope. Let the bells carry us to the center of town. And fight off all the hawks they are. And fight off all the hawks they are. And fighting off the hawks they are. Fréquence citoyenne. Voilà, nous sommes toujours avec Aymeric CSO, adjoint à la lecture à la ville de Nantes. Aymeric CSO, il y a une étude récente du cabinet, je vais le dire avec les lettres françaises, hein, PwC, sur les métropoles qui livrent un classement assez médiocre de Nantes en matière de lecture publique. Alors, ce classement, on le sait, a peu à voir avec la réalité, puisque l'étude mentionne qu'il n'y aurait que 2 lieux de lecture publique, alors qu'il y en a évidemment largement plus, une quinzaine. Est-ce que ça veut dire que la ville ne communique pas assez sur cette question de la lecture publique? Est-ce que c'est le parent pauvre dans le secteur culturel? Alors je ne crois pas. Je vous remercie de me donner l'occasion d'ailleurs de corriger ce bien mauvais travail de ce cabinet qui visiblement, je ne sais pas comment ils ont établi leurs critères, et je crois, si je ne me trompe pas, que le classement sur la lecture ne s'établissait uniquement selon le nombre de lieux. Bon, ils en retiennent 2, je ne sais pas comment ils ont fait. Donc c'est absolument scandaleux, et c'est tout simplement du mauvais travail qui ne nécessite pas plus de commentaires. Parent pauvre, je ne crois pas, au contraire. Dans la politique culturelle nantaise, la lecture publique est plutôt le parent riche, puisque c'est le premier établissement, le premier budget des établissements culturels municipaux. Donc on a un déploiement très fort de la lecture. Le fait que nous ayons toujours eu des conseillers municipaux à la lecture, aujourd'hui un adjoint à la lecture, et les discussions que nous avons dans la majorité et avec Johanna Roland, c'est un élément majeur de la politique culturelle nantaise, tout simplement parce que la médiathèque est bien souvent le premier lieu de culture qu'on fréquente. C'est combien d'équipements aujourd'hui, la lecture publique à Nantes ? Alors la lecture, le réseau de la bibliothèque municipale elle-même, il y a 4 médiathèques, 4 bibliothèques. Nous avons 3 bibliothèques associées, c'est la bibliothèque du conservatoire, du muséum ou de l'école des beaux-arts, où nous disposons du même catalogue, donc on entre avec sa carte de bibliothèque, etc. Et puis c'est aussi les 4 bibliothèques associatives, donc gérées par des associations, parfois une amicale laïque, parfois une association dédiée, qui font un travail tout à fait remarquable, que la bibliothèque municipale aide, mais avec un travail éditorial très libre, à Malakoff, au Dervalière, à Saint-Joseph-de-Porterie et à Saint-Jacques. Donc il y a une quinzaine d'équipements qui constituent un réseau assez riche. La particularité nantaise est que bien souvent, si vous observez d'autres villes, on a un équipement central, type Jacques Demy ici, et des bibliothèques de quartier.
nous y reviendrons peut-être, mais le rôle de la bibliothèque a considérablement évolué au fil des temps, et nous avons fait le choix de médiathèques d'équilibre, c'est-à-dire de médiathèques ancrées dans les quartiers, comme c'est le cas pour Floresca-Guépin, l'avant-dernière que nous ayons construit dans le quartier sur la route de Sainte-Luce qui se développe autour de la médiathèque. Donc là, on a fait le choix de mettre un équipement culturel dans un quartier naissant de la ville, ou avec la dernière... Oui, voilà. Ou à Lisa Bressner ou à Bellevue, nous avons construit une médiathèque tout à fait moderne. C'est une particularité nantaise qui me semble importante à souligner. Vous disiez que c'était un budget très important. Ça représente quoi aujourd'hui? C'est un budget de combien, la lecture publique? Alors, il faut absolument pas me faire confiance quand je n'ai pas les chiffres sous les yeux. Et comme je ne les ai pas, je ne prononcerai pas en termes de volume financier. J'ai d'autres chiffres et vous voyez, j'ai pas prévu celui-là. Je vous l'enverrai si vous voulez pour vos auditeurs par mail. Alors, quels sont les publics qui sont plus spécialement visés dans la politique que vous menez? Est-ce que c'est global forcément, puisque les bibliothèques, il n'y a pas de sélection évidemment à l'entrée des bibliothèques, mais peut-être vous avez des accents particuliers sur certains publics? Il y a évidemment tout un travail qui est destiné à sensibiliser à la lecture dès le premier âge. C'est pas un hasard si aujourd'hui la première masse d'usagers, ce sont les moins de 15 ans, 31%. C'est le premier chiffre de nos usagers ont moins de 15 ans, avec évidemment la gratuité pour les enfants. Donc il y a là tout un travail pour faire découvrir le plaisir de la lecture dès le premier âge. Et ensuite, nous cherchons à accrocher, j'allais dire, tous les publics. C'est-à-dire qu'il y a une politique documentaire à la fois dite, même si j'aime pas trop le mot, de best-seller, c'est-à-dire d'acheter les titres du moment que les usagers veulent lire et se partager, mais aussi un fonds patrimonial d'une excellente qualité où on peut trouver des ouvrages très rares et venir les consulter sur site. Pour mémoire, on a à peu près 500 000 documents en accès prêt, c'est-à-dire qu'on peut emprunter dans les bibliothèques, et 1 million de documents consultables. Donc évidemment, pour certains sur site, certains parce que ce sont des ouvrages précieux dans nos salles du patrimoine. Est-ce que vous avez des indicateurs de suivi de ces politiques? Autrement dit, par exemple, la fréquentation des bibliothèques, des médiathèques, ça donne lieu à un suivi? Vous constatez des progressions? Comment ça se passe? Alors, on essaye de rester à l'écoute de nos usagers et de notre réseau. On vient de lancer jeudi dernier un dialogue citoyen sur le thème de la lecture publique, qui fonctionne bien puisque nous avons fait un appel à candidature. On a eu 160 demandes, on ne devait en retenir que 80, donc ça s'est fait évidemment sur la base de l'anonymat et sous forme de panel pour avoir un panel le plus représentatif. Et justement, pour aller interroger, y compris des gens qui ne sont pas usagers, c'est-à-dire abonnés à la médiathèque, pour affiner justement ce regard que nous avons, vérifier des intuitions qui sont les nôtres. Nous avons un effectif plutôt stable, autour de plus de 50 000 abonnés, ce qui ne veut pas dire la vérité des prix, puisque on peut sortir de la bibliothèque avec beaucoup de documents, donc généralement une carte sert pour la famille entière, et donc je pense qu'il faut multiplier par 2, peut-être par 3, le nombre de lecteurs associés, emprunteurs à la bibliothèque. On a un effectif plutôt stable, bien sûr, on essaye de toucher davantage de monde en permanence, en pratiquant par exemple ce qu'on appelle le hors les murs, ou toute la politique d'animation culturelle qui a lieu tout au long de l'année dans nos médiathèques. Et là encore, dans les médiathèques, on peut accéder à des DVD, donc à du cinéma, parler avec des médiathécaires qui sont passionnés par ça. La dernière fois, Nantes-Nord, il y avait du slam, donc du hip-hop. On a accès à toutes les offres culturelles pratiquement en médiathèque. Donc c'est le socle finalement de la culture nantaise, la lecture publique et donc les médiathèques.
Il n'y a pas de profil du lecteur public moyen. Enfin, vous touchez toutes les catégories de la population ou... Pas vraiment. Il est difficile à décrire. On aspire à toucher toutes les catégories de la population, avec la gratuité pour les enfants et la gratuité sur un certain nombre de critères sociaux. On s'adresse vraiment à toutes et tous. Et moi, je retiens pas, quand je fréquente, évidemment, et j'y vais souvent, les bibliothèques et les médiathèques, de profil type. Très bien. Et est-ce que ces médiathèques, elles ont évolué? Vous l'avez dit, c'est devenu c'est pas seulement un lieu où on vient emprunter des livres à lire, c'est aussi un espace culturel, c'est un espace d'animation de quartier. Et ça, c'est quelque chose d'assez récent quand même, non? C'est pour ça que le modèle nantais, j'allais dire, même si j'aime pas trop les modèles et qu'on en a en tout cas souffert dans ma sensibilité politique, mais en tout cas, comment nous construisons à Nantes autour de ces médiathèques d'équilibre est particulièrement intéressant. Oui, les médiathèques changent. Quand on ouvre Lisa Bressner et qu'un an après, on m'indique qu'il pleuvait et que la fête des voisins s'est faite à l'intérieur de la médiathèque, je dis que nous avons réussi à implanter un équipement culturel dans le quartier. Du reste, on ignore trop souvent qu'au-delà des chiffres, des usagers, des abonnés, des documents et des emprunts, la médiathèque est un espace très libre. C'est peut-être le service public le plus ouvert. Qu'on ait des papiers ou qu'on n'en ait pas, qu'on ait un toit ou qu'on n'en ait pas, qu'on ait un emploi ou qu'on n'en ait pas, on peut toujours franchir la porte d'une médiathèque, ouvrir un livre, ouvrir un journal, accéder à Internet, écouter de la musique. On peut faire tout ça dans nos médiathèques. Et alors là, on entre dans des publics encore plus variés que ceux qu'on pouvait imaginer ou essayer de décrire avec votre question de tout à l'heure sur l'usager type. Et donc oui, nos espaces évoluent, les métiers évoluent. Le dialogue citoyen que nous ouvrons doit aussi permettre d'interroger la bibliothèque, la médiathèque d'aujourd'hui, la médiathèque de demain, mieux en relation avec les usages, avec les besoins et les demandes des usagers. Quand vous dites service public ouvert, est-ce qu'il est suffisamment ouvert d'ailleurs? Est-ce que l'offre correspond à la demande? Je parle de la question des horaires d'ouverture, je parle de la disponibilité, ce qui est, pour les familles, ça a toujours été une question importante. Cette question est posée. Moi, j'ai voulu la poser en grand et absolument sans tabou dans le cadre du dialogue citoyen. Le débat de l'ouverture de dimanche, par exemple, passionne les bibliothécaires. Il y en a des très favorables, des très opposés. Moi-même, je manifeste assez en ce moment pour le droit du travail. Je suis attaché au repos dominical et en même temps, on nous dit « mais regardez, vos musées sont ouverts, pourquoi pas les médiathèques ?» Donc c'est une question qui est posée, qui doit s'ouvrir dans la concertation. Mais aussi, je rencontre beaucoup de Nantais qui me disent « mais moi, quand j'ai déposé mon gamin à l'école, j'aimerais bien pouvoir aller lire le journal, qu'on soit en congé paternité, maternité, qu'on soit demandeur d'emploi. » D'autres me disent « mais tu es gentil, mais tes médiathèques, elles sont pas ouvertes quand je sors du boulot, donc je peux pas, voilà. » Donc on a cette question des rythmes qui ont profondément évolué d'ailleurs dans la société qui est posée. Nous la posons dans le dialogue citoyen. Je ne suis pas déçu puisque il était question à la première soirée, certains disaient ça devrait être ouvert 24 heures sur 24. Ouais. Et puis on me disait même il faudrait que s'il y ait au-delà de la culture, on pourrait avoir des cours de yoga, etc. Donc le dialogue citoyen est très bien parti, cette question est sur la table. Évidemment, toute extension demande des moyens supplémentaires et j'aimerais bien disposer de moyens supplémentaires pour engager plutôt que d'être soumis aux restrictions budgétaires, puisque c'est 25 millions d'euros qui nous sont enlevés durant ce mandat par l'État et c'est tout à fait scandaleux. Nous nous sommes exprimés à ce sujet. Donc voilà, je crois que j'ai posé le contexte. Nous on souhaite aborder cette question-là. Peut-être aussi en raisonnant en termes de points d'accès au réseau, puisque nous voulons fonctionner plus et mieux en réseau, c'est-à-dire plutôt que d'imaginer des généralisations, peut-être qu'il y a une médiathèque qui pourrait changer ses horaires le mardi, enfin on pourrait fonctionner de cette manière-là. Le débat en tout cas est très ouvert dans la ville et j'invite vos auditeurs à y participer et à vous adresser soit à vos bibliothécaires, soit à la municipalité pour l'aborder ensemble. Vous évoquez justement de la question du travail en réseau. Alors, c'est un travail en réseau qui concerne uniquement les équipements de la ville de Nantes ou est-ce qu'il y a aujourd'hui une politique qui est en train de se développer au niveau de la métropole sur ces questions
la mise en réseau des équipements, bibliothèques, médiathèques notamment. Alors il y a un groupe d'études qui est en train de se constituer à l'échelle de la métropole, regroupant les élus et les services de plusieurs équipements de cette envergure-là. Le travail nécessite le temps long de la concertation, de la bonne observation du réseau. Oui, aujourd'hui, on peut légitimement se demander, quand on a des équipements distants parfois de quelques rues, parfois dans la même rue. On a par exemple une bibliothèque associative comme la bibliothèque Paul-Éluard à Saint-Herblain qui fait un travail remarquable, et juste en bas, de l'autre côté de la rue, on a la bibliothèque publique du Braille, qui est donc sur le réseau nantais, avec des tarifs qui sont différents, avec un réseau qui est différent, avec une offre qui est différente. Bien sûr qu'il conviendrait de réfléchir à tout ça et de regarder comment mieux fonctionner ensemble. Peut-être que la question tarifaire est un premier pas avant d'aller vers une carte unique et un réseau unique qui nécessiterait un travail tout à fait considérable dont je crois qu'on ne mesure pas l'ampleur quand on en parle, parce que quand on a à Nantes 1 million de documents, imaginez dans l'ensemble des médiathèques et des bibliothèques de l'agglomération ce que ça peut représenter. Parce que l'égalité, je dirais, d'accès à la lecture est pas le même pour tout le monde, selon les communes de la métropole. Selon qu'on habite le centre-ville de Nantes ou une commune relativement éloignée, on n'a quand même pas le même accès. Donc l'idée d'une action métropolitaine sur la question de la lecture publique, c'est un vrai enjeu sur cette. Bien sûr. Alors la réflexion est engagée. Il faut faire aussi attention aux choix et aux choix culturels de chacun. Certaines villes sont mieux loties que d'autres parce qu'elles ont fait des choix. C'est le cas aussi pour le logement social, où vous remarquerez comme moi qu'il y a beaucoup plus de logements sociaux à Nantes qu'à Vertou, par exemple. Donc certaines villes ont fait des choix d'investissement, et tout ça doit travailler de concert aujourd'hui pour qu'on essaye d'harmoniser et de permettre l'accès à la culture au plus grand nombre. Si on répond à cet objectif-là, on pourra certainement avancer ensemble. Je reviens une seconde sur la question des temps, si j'ose dire. On a reçu au Conseil de développement, il n'y a pas très longtemps, la responsable du bureau des temps de Montpellier. Donc Montpellier fait partie de ces métropoles qui ont mis en place des missions des temps, ce qui n'est pas le cas à Nantes. Et ils ont fait le choix, effectivement, eux, d'ouvrir leur médiathèque le dimanche. Et la question qui a été posée, toujours, c'est évidemment qu'est-ce que ça change en termes de fréquentation. Et visiblement, ça a permis d'attirer de nouveaux publics. En tout cas, ils en tirent un bilan qui est plutôt positif, quoi. Parce que vous parliez tout à l'heure de l'ouverture des services le dimanche, donc on se bat beaucoup pour savoir si Leclerc ou Carrefour doit être ouvert le dimanche. Mais la question des services publics, c'est tout à fait autre chose. Donc vous avez dit que le débat était lancé, il y a un dialogue citoyen, etc. On peut penser que ça débouchera rapidement, ces choses-là ? Alors, de toute façon, il y a plusieurs éléments. D'abord, le dialogue citoyen tel que nous l'entendons, et plus encore quand il est très thématisé et ciblé comme ce que nous faisons, il dure jusqu'en juin, et nous avons indiqué aux gens que le conseil municipal rendra réponse avant décembre. Donc les propositions qui émergeront sont ensuite soumises aux élus pour qu'ils fassent leur choix. Deuxièmement, l'amendement Filippetti de la loi Macron, que j'ai par ailleurs beaucoup combattu, la loi Macron, pas forcément l'amendement Filippetti, indique que les conseils municipaux doivent se prononcer dans l'année sur la question de l'ouverture le dimanche. En tout cas, consulter les conseils municipaux. Donc on a ce débat-là qui est devant nous. Moi, je n'ai pas de position de principe absolument fermée. Je dis qu'il faut travailler dans la concertation entre bibliothécaires, usagers, et regarder où nous pouvons aller. Et puis si le gouvernement veut nous inviter à étendre les horaires, alors qu'il nous donne les moyens de le faire et des moyens nouveaux pour y arriver. Aujourd'hui, moi je veux rendre hommage au travail considérable qui est effectué par nos bibliothécaires et les agents du service public de la bibliothèque municipale. On ne peut pas leur demander de faire plus que ce qu'ils font aujourd'hui. Donc voilà, tout ça est sur la table, il faut en discuter. Moi j'en discute très librement avec chacun, et j'invite chacun à se prononcer très librement. Bibliothécaires, usagers, essayons d'avancer ensemble. Moi je n'ai aucune certitude sur les atouts, les inconvénients. Il faut essayer d'avancer dans la concertation.
Est-ce que la question numérique a une influence aujourd'hui sur ce que deviennent les bibliothèques? Parce que aujourd'hui, notamment chez les jeunes générations, les pratiques technologiques changent. Et aujourd'hui, en matière d'accès, par exemple, à la lecture, on peut avoir accès à des tas d'œuvres aujourd'hui tout à fait gratuitement à partir de son smartphone. Est-ce que ça change quelque chose en matière de lecture publique? Ou comment les outils de lecture publique s'adaptent à cette situation un peu nouvelle? Alors non seulement nous nous adaptons, sur certains bouts nous avons un peu d'avance, nous avons déposé un dossier pour obtenir le label bibliothèque numérique de référence au niveau national pour la bibliothèque de Nantes. Là aussi les avis sont tout à fait partagés sur tout ça. Il y a des médias dont nous savons qu'ils vont disparaître, mais je pense au CD par exemple. Dans le même temps, il y a un retour du vinyle. Moi, je regrette qu'on ait vendu tous les vinyles de la bibliothèque municipale pour écouter beaucoup de vinyles de mon côté. Nous avons donc sur la musique, Alisa Bressner fait le choix d'expérimenter un abonnement numérique Music Me sur lequel les usagers peuvent s'inscrire pour écouter de la musique numérique sur Internet. Mais je reviens sur ce que vous dites. Donc, on essaye d'étendre notre offre et notre panel. Tout n'est pas accessible gratuitement. On a des choix qui sont tout à fait mainstream, box-office. Allez chercher une œuvre un peu particulière en téléchargement illégal, vous ne trouverez pas. Luce Courville, nous avons dans la médiathèque Luce Courville une masse de CD tout à fait conséquente dans lesquels se retrouvent des amateurs très pointus de jazz, etc. Donc il y a la question... Pour dire tout l'inverse de ce que je pense en matière d'économie, donc vous aurez compris que je ne suis pas d'accord avec François Hollande sur la politique de l'offre en matière économique. En matière culturelle, oui, nous avons besoin d'une politique de l'offre qui va du plus généraliste et du plus grand public au plus pointu. Et de ce point de vue-là, le numérique est tout à fait intéressant. Quand en salle du patrimoine, on peut aller consulter un manuscrit médiéval avec les enluminures autour de l'enterrement et des funérailles de Anne de Bretagne, on voit au numérique ce qu'on est incapable de voir à l'œil nu. Quand nous développons les lectures voyageuses, c'est-à-dire que sur son smartphone, pendant les Utopiales, ce sera le cas la semaine prochaine, pendant la semaine de la francophonie, où nous accueillons la secrétaire générale à la francophonie. Aussi, dans le tram, on pourra lire des livres sur son smartphone. Là où il y a des usages nouveaux et nous essayons de ramener à la lecture des publics ou d'amener à la lecture des publics nouveaux, ou tout simplement des gens qui auraient lu autre chose dans le tram, tout ça est très intéressant. Mais le numérique ne remplacera pas le livre papier, en tout cas c'est ma conviction. Il faut donc étendre notre panel. Et le numérique est très intéressant pour ça. On va prendre une seconde pause musicale. Closing scene, you'll watch
Fréquence citoyenne. Toujours avec Émeric Céasso, il y a un nouvel équipement qui vient de s'ouvrir aujourd'hui sur Nantes, qui est la Maison Fumetti, dédiée à la bande dessinée. Alors comment s'intègre ce nouvel équipement? Quelle est la philosophie qu'il y a derrière cette initiative? Et est-ce que ça va contribuer au développement de la lecture publique? Alors il n'est pas encore tout à fait ouvert. L'association Maison Fumetti a été constituée. Donc, c'est une association d'auteurs de bande dessinée qui proposeront leur activité propre dans l'enceinte de la bibliothèque de la Manufacture des Tabacs. Il y aura bien donc dans ce lieu 2 espaces dédiés. Un espace avec des ateliers d'artistes et un espace qui sera celui de la bibliothèque municipale. Les travaux sont en cours pour mettre tout aux normes et accueillir les 2 usages possibles. Ça ouvrira donc avec une inauguration prévue début septembre. Je suis très heureux, moi, de ce projet parce qu'il est, je crois, assez novateur, peut-être unique en France, puisqu'on trouverait sous le même toit le processus créatif, le milieu associatif des auteurs eux-mêmes et le service public, avec une bibliothèque qui conservera une offre de prêt pluraliste. On trouvera toujours des DVD, des livres, de la littérature, du polar, mais on demandera aussi à nos bibliothécaires de constituer un fonds dédié à la bande dessinée, beaucoup plus riche qu'il ne l'est déjà sur d'autres secteurs ou d'autres équipements. Donc on a là un sujet plutôt novateur et plutôt nouveau, dont j'attends moi beaucoup. Tout ça s'est passé avec beaucoup de réactivité du côté des services municipaux, que je profite de l'occasion pour remercier. On dit parfois que l'administration, il y a un temps assez long. Là, en 6 mois, on arrive à monter un projet de cette envergure-là. Et puis je crois surtout que pour la scène BD nantaise, qui est extrêmement riche et dont on ignore parfois l'ampleur, c'était important que la ville donne un peu de moyens pour que eux-mêmes puissent mener à bien leurs activités et fassent un geste de reconnaissance, puisqu'on a des auteurs qui s'installent à Nantes, etc. Là, ils vont se retrouver, j'espère, pour le plus grand nombre dans cet espace-là. On va pouvoir accueillir des résidences, on va pouvoir faire tout ça. Précisant que moi, je n'ai pas de rôle, ni moi, ni le maire de Nantes, ni la ville, de prescripteur de leur activité. Il s'agit bien d'encourager avec un accompagnement en nature avec les locaux et puis financier le fonctionnement de l'association, le processus artistique et les choix éditoriaux qui seront les leurs. D'accord, c'est l'occasion pour moi de souligner que Place Publique, le dernier numéro de Place Publique, a fait son dossier sur justement la bande dessinée à Nantes et notamment la création de la Maison Fumetti. C'est effectivement un numéro qui souligne très bien la richesse méconnue de ce secteur sur Nantes. Et donc j'en profite pour vous poser une autre question. Est-ce que Place Publique est présent dans toutes les médiathèques et les bibliothèques de la ville ? Alors je crois bien, il m'arrive de le consulter moi-même, dans les médiathèques c'est sûr, dans toutes les bibliothèques c'est à vérifier, mais à votre suite je souligne la très très belle livraison du dernier numéro qui de Nantes à Saint-Nazaire, c'est-à-dire de Tintin à Saint-Nazaire jusqu'à un inédit qui est dans ces pages. C'est vraiment un très très beau numéro sur la BD nantaise dans son ensemble. Parce que ce qui se passe en matière de bande dessinée est très intéressant à Nantes, parce que c'est quelque chose finalement qui est né de manière un peu spontanée, où il n'y a pas eu d'initiative publique au départ pour créer quelque chose sur la bande dessinée. On a vu des auteurs qui sont là, enfin, parler de Spirou, de dessinateurs qui sont installés ici, et finalement qui sont venus ici parce que, pour X raisons, et la puissance publique se retrouve en logique d'accompagnement et pas en logique d'initiative. C'est pas si courant en matière culturelle. Oui, tout à fait, mais c'est pour ça que c'est un peu novateur. Quelques municipalités ont monté de toutes pièces un équipement autour d'un événementiel qui fonctionnait. C'est Angoulême. Angoulême, Blois, par exemple. Ici, on est vraiment dans autre chose. Et alors, les projets cheminaient. Il y avait ce projet de maison de la bande dessinée qui était porté par l'association Vite Cocagne en particulier, dont nous avons tout de suite vu qu'elle était tout à fait légitime pour continuer de mener ce travail-là. Effectivement, nous n'avons fait qu'accompagner, mais c'est tout à fait fascinant de constater tout ce milieu BD nantais très fort, avec
des éditeurs, avec des responsables de collection comme Fred Blanchard sur la collection série B, des auteurs confirmés, Gwen de Bonneval, Hervé Tancrel, Cyril Pedrosa, Johan pour Spirou, le nouveau Bob Moran qui sort, le dessinateur sort de l'école Pivot, il est nantais, donc il y a un milieu qui était tout à fait riche et qui attendait peut-être un déclic. Donc on a, nous, simplement fait le choix d'accompagner et donc on en attend évidemment beaucoup, mais c'est tout à fait enthousiasmant. Je crois que tout le monde pourra s'y retrouver rapidement et visiter ce nouvel équipement dès la rentrée. Est-ce qu'il y a d'autres projets dans les cartons? Parce que vous avez l'air d'un adjoint finalement globalement heureux pour vous occuper de la lecture publique. Si demain matin, Johanna Roland vous disait Monsieur CSO, vous avez crédit ouvert ou même largement ouvert, c'est quoi la politique idéale de lecture publique? Alors je commencerai par embaucher des agents dans les bibliothèques municipales pour qu'ils puissent aller plus loin encore, même si aujourd'hui avec le développement de l'automatisation des prêts, on va pouvoir libérer du temps pour les agents pour faire plus de face-à-face et mieux faire leur métier et ce qu'ils affectionnent, c'est-à-dire le travail de médiation, de connaissance de leur collection, etc. Non, moi, peut-être, si nous disposions de tout ça, je verrais bien sur cette place de la Petite Hollande que nous retravaillons comme une agora du XXIe siècle où on se retrouve, qu'il y ait des équipements de loisirs et culturels, et peut-être ici une belle médiathèque d'équilibre de plein pied, de centre-ville, destinée à l'offre, et requalifier l'espace Jacques Demy, que personnellement je trouve intéressant architecturalement, mais on n'est pas obligé de tous partager cette appréciation. En tout cas, il marque, je crois, un style, un moment dans la ville, mais cette espèce-là pourrait devenir un pôle culturel, peut-être pourquoi pas un pôle du livre, avec des librairies, avec des éditeurs qui se retrouveraient, pourquoi pas avec certains services. Mais oui, s'il y avait un rêve, ce serait ça, une belle médiathèque moderne de centre-ville et une requalification de l'espace Demy en espace libre, mais ce sera pas pour ce mandat, puisqu'on n'en a pas pris l'engagement devant les Nantais, mais je crois que ces questions-là sont de toute façon posées pour l'avenir, et c'est l'occasion d'en discuter et d'en débattre pour les faire avancer. C'est un rêve ou c'est le scoop de l'émission? Ce sera un élément du projet de la Petite Hollande? Non, c'est pas. Il y a pas de scoop puisqu'on est au début du travail. En tout cas, pourquoi pas? Moi, puis c'est pas dans cette médiathèque d'équilibre de centre-ville. Je dis ça parce que quand on tourne la ville vers la Loire et qu'on imagine une agora comme ça du XXIe siècle, moi je rêve d'y voir évidemment un équipement culturel phare. Mais nous avons déjà l'espace Jacques Demy dans ce périmètre-là. Ça peut être ailleurs qu'il faut construire cette médiathèque d'équilibre de centre-ville. On en reparlera, il n'y a absolument pas de scoop, je n'ai aucun engagement ni de ma majorité ni du maire de ce point de vue-là, mais débattons-en, puisqu'il y a eu tant de polémiques sur le fait qu'on aurait voulu bétonner et mettre... C'était tout juste si on n'allait pas installer Leclerc en centre-ville sur la place de la Petite Hollande, ce qui était tout l'inverse des engagements pris par la majorité auxquels j'appartiens. Parlons plutôt en positif. Imaginons, rêvons, pourquoi pas, de ce que nous voulons sur ces espaces de centre-ville de demain. Est-ce que on a parlé de modèles tout à l'heure, y compris pour dire qu'il faut sans doute créer ses propres modèles, mais est-ce que vous avez repéré des villes étrangères qui mènent des politiques qui ont, je sais pas, des spécificités, des côtés innovants et qui vous intéressent? Alors, je vous avoue que moi, je suis un peu concentré sur le jeu à la nantaise. Il nous arrive de recevoir d'ailleurs des délégations. Notre dernière médiathèque est très visitée, Lisa Bressner. Des délégations de communes, des délégations étrangères. J'en ai parlé avec notre ville jumelle de Qingdao en Chine récemment, mais pour échanger sur les usages des bibliothèques qui sont pas tout à fait les mêmes en Chine et ici, au-delà des considérations de nature de régime politique, mais on n'a pas les mêmes usages, pas les mêmes masses, etc. Moi, j'écoute beaucoup, je regarde ce qui se passe. J'ai été tout à fait fasciné par un papier dans La Croix, si je me trompe pas, sur les nouvelles médiathèques s'inventent au Sud. Et on voyait là que
Dans un certain nombre de pays, la médiathèque était l'endroit où on pouvait presque avoir des cours d'accouchement, ou apprendre à accoucher, où on avait le prix du blé, où c'était l'espace finalement de renseignement et de culture. Ça m'a marqué, parce que c'est le cas chez nous aussi, finalement. C'est le premier espace de renseignement, d'information, de culture dans lequel on rentre. On accède aux ordinateurs dans un certain nombre de médiathèques pour faire des demandes administratives ou de papier, parce qu'on n'a pas forcément accès au numérique là où on réside. C'est pour ça que le débat que nous lançons sur les nouveaux usages et sur la médiathèque de demain doit marquer un certain nombre d'évolutions, en tout cas de prise en compte de ce que sont les attentes aujourd'hui en matière culturelle. On n'est plus dans la bibliothèque de quartier où on va chercher son livre et le ramener. On est dans une interface culturelle qui est beaucoup plus vaste et dont il faut prendre compte aujourd'hui, prendre toute la mesure. Alors, j'ai pas d'espace d'inspiration, il y en a certainement énormément. Je serais ravi d'en visiter. J'ai l'intention de me rendre un jour à la Maison des littératures du Québec, puisqu'ils ont un équipement tout à fait moderne. J'ai rencontré son directeur récemment, qu'ils viennent de mettre en service il y a peu, avec des résidences d'auteurs, avec des auteurs BD d'ailleurs que j'ai rencontré à Atlantide ce week-end. Mais donc on continue de réfléchir et d'évoluer, de s'inspirer de toutes les bonnes pratiques, évidemment. Alors, est-ce que sur un axe particulier, sur la francophonie, est-ce qu'il y a des contacts, des échanges avec d'autres? Vous avez parlé du Québec, mais est-ce qu'il y a des initiatives, des coopérations Alors, beaucoup de coopérations, on essaye d'en mettre en place. À Rufisque, au Sénégal, ville avec laquelle nous avons un projet de coopération, une nouvelle bibliothèque est en train de se construire et nous avons des échanges avec ces bibliothécaires. On a une politique très forte de lien avec le Québec, que nous retrouvons dans toutes nos événements. Je vous parlais tout à l'heure des lectures voyageuses des Utopiales. C'était des auteurs francophones, français ou québécois de science-fiction qu'on pouvait découvrir dans le tram. Puis la secrétaire générale à l'Organisation internationale de la francophonie est là ce week-end. Elle donnera d'ailleurs une dictée à midi, samedi, à la médiathèque Jacques Domy. Donc on est très heureux d'accueillir pour la journée de la francophonie la secrétaire générale, et ça témoigne de tout l'engagement de la ville dans cette grande francophonie internationale. On parle beaucoup de Nantes aujourd'hui, ville culturelle, et vous nous l'avez dit, la lecture publique est un élément de cette politique culturelle. Mais dans le contexte métropolitain aujourd'hui, on a parfois du mal à différencier ce que peuvent être les politiques publiques dans les métropoles, qu'elles soient de droite ou de gauche, enfin, quelle que soit leur sensibilité. Est-ce qu'il y a des politiques de lecture publique différentes? Et est-ce que la culture, c'est le dernier endroit où on cristallise encore quelque chose sur le clivage droite-gauche, ou est-ce que c'est déjà dépassé? Eh bien d'abord, nous allons voir, puisque Laurence Garnier, qui est le chef de file de l'opposition municipale, est aujourd'hui vice-présidente à la culture. Donc nous verrons si nous aurons l'occasion de nous différencier ou pas. C'est pas notre souhait, évidemment. Je crois que personne ne gagnerait à organiser l'affrontement, mais nous verrons si un certain nombre de choix sont conduits. J'ai souvenir de débats au Conseil régional qui, de mon point de vue, était plutôt effrayant sur les choix culturels ou la contestation des choix que nous faisions. Par contre, la gauche et la droite, vaste sujet. Je crois que quand on est de gauche... On fera une autre émission sur le sujet. Voilà, on n'aurait pas dû couper, comme on l'a fait dans les budgets de soutien à l'industrie culturelle qui en a bien besoin, ce qui a été fait avec Fleur Pellerin ces dernières années. En tout cas, moi, je crois que nous avons à cœur de faire ce que nous réalisons à Nantes, et pour moi une politique de gauche, c'est-à-dire permettre l'accès de tous à la culture avec une vocation à l'émancipation de tous et de chacun. Maurice Vian disait « Ce qui m'intéresse, c'est pas le bonheur de tous, c'est le bonheur de chacun ». Et je crois que c'est ça qu'on doit retrouver avec cette dimension particulière qu'est la lecture et la culture. Oui, c'est un communiste qui vous le dit. Oui. Avec la lecture et la culture qui sont indispensables à la construction d'un individu et encore plus d'un citoyen.
Très bien, merci Aymeric Céasso de cette conversation. Le temps a passé très vite avec vous. En tout cas, on a bien compris que vous aviez peut-être le profil déjà d'un futur adjoint à la culture dans d'autres mandats à venir, mais je ne veux pas créer de conflit pour la municipalité. Vous m'avez demandé si j'étais un élu heureux. Je suis un élu heureux. Merci en tout cas d'avoir consacré 1 heure d'abord aux politiques culturelles, puis à la lecture. C'est pas souvent. Merci à vous de l'avoir fait. J'ai été tout à fait heureux de cheminer avec vous pendant 1 heure, moi aussi. C'est nous qui vous remercions et continuez à écouter Radio Nantes. Conseil de développement. Prospettive. Participation. Territory. Obmeni. Entwicklung. Radio Nantes vous a présenté Fréquence Citoyenne, l'émission à l'écoute du futur que vous pouvez réécouter sur notre site internet eradionantes.eu.